Le soleil coupait les toits de Marseille en larges bandes d'or. Le marché de Noailles respirait à plein poumon, marchand qui s'annonçait, odeur de poisson et de coriandre, claquement des nappes en plastique. Malik marchait léger, badge discret sous la capuche, les mains dans les poches de son blouson. 24 ans, regard vif, démarche qui connaissait les pavés. Les gens le saluaient d'un signe de tête. On savait qu'il était là, sans qu'il ait à crier son rôle. Il avait appris à tenir le silence comme on garde une blessure. Le cri vint d'un étal, aigu et désordonné. Un garçonnet, cheveux blonds, pantalon trop grand, venait de se dégager d'une main qui le retenait maladroitement et s'était élancé vers la rue. Une camionnette déboula, moteur grondant, klaxon expulsé à la hâte. Malik n'eut pas le temps de penser. Il lança son corps devant la trajectoire, attrapa l'épaule du gamin, le tira d'un mouvement sec et le posa sur le trottoir, l'air qui revenait à eux deux comme une petite victoire. Le garçon tremblait, les yeux pleins d'étoiles. Un petit bracelet en cuir pendait à son poignet, ficelé et sale. Malik le serra contre lui une seconde, vérifia les blessures, demanda d'une voix neutre où étaient ses parents. Le gamin hoquait un nom. Papa, Pierre. Une voix grave, venue du bord du marché, déchira l'air comme un voile. Pierre. Un homme grand apparut, veste sombre, montre discrète, les cheveux poivre et sel parfaitement coiffés. Les gens se reculèrent un peu, comme devant une fenêtre qui s'ouvre sur un monde différent. Il avançait à petits pas précipités, la main déjà tendue vers le fils, la voix tremblante malgré l'assurance de l'allure. « Merci, murmura-t-il sans formalité, la voix nouée. « Merci d'avoir. Merci. » Il fit une pause, sembla chercher un masque d'indifférence qu'il n'installa pas. Malik leva la main, sa main gantée de sang sec d'irnière de travail de terrain, et la serra brièvement. Le père s'appelait Pierre Moreau, un nom qui sonnait sur les ondes, que certains prononçaient à voix basse dans les dîners. Mais dans ce matin de marché, il n'y avait pas de place pour les rumeurs. Il y avait un enfant, il y avait un homme qui tremblait de peur. Il y avait Malik, un jeune policier, qui avait fait ce pourquoi il avait juré, ramener à l'abri ceux qui n'y étaient pas. Pierre embrassa son fils sur le front, le visage déformé par une gratitude trop forte pour la retenue. Les marchands échangèrent des regards, curieux, intimidés. Malik se redressa, sentit dans sa poitrine ce quelque chose de familier, cette poncture invisible qui revenait chaque fois qu'il touchait la fragilité d'un autre. Sa main effleura la chaîne mince cachée sous son t-shirt, la photo de ses parents, la promesse qu'il s'était faite enfant. Il n'y eut pas d'accolade publique, pas de projecteur. Pierre demanda simplement si Malik acceptait un café, pour parler, pour remercier. Malik hésita. Le protocole, la paperasserie, le besoin d'être juste un agent et rien d'autre. Puis il hocha la tête. On ne refuse pas la visite d'un père paniqué. On ne refuse pas non plus la chance de voir le monde d'en haut quand on vient d'en bas. Avant d'entrer dans le petit café à l'angle, Malik regarda autour de lui. Une vieille dame qui vendait des olives observait la scène, ses doigts se repliant sur une pièce comme pour la retenir. Un jeune avec une cicatrice au sourcil suivait du regard le fils de Pierre, comme si un lien invisible les reliait. Les rues étaient petites et les vies étroites, elles se croisaient plus souvent qu'on ne le croyait. Dans le café, qui donnait sur la rue principale, la lumière filtrait en traits obliques. Pierre parla peu au début, laissant à sa voix le temps de se recoller. Il posait des questions sur la sécurité enfantine comme on prend la météo, pratique, détaché. Mais parfois ses yeux se faisaient vitres, comme si un souvenir lui bottait un paysage sous les paupières. Malik l'écoutait, mesurait les silences. Il n'y avait ni déférence ni condescendance, il y avait une curiosité pure, timide. « Je m'appelle Malik », dit-il finalement, simple. « Pierre », répondit l'homme. « Merci encore, vous m'avez sauvé ma vie, la sienne surtout. » Le garçon, redressé sur la banquette, mordillait un morceau de croissant en regardant la rue, comme si une aventure venait de se finir. Quand un enfant est remis à l'abri, il perd parfois la mémoire de la peur. Il garde seulement un souvenir amplifié de chaleur. La rencontre prit, sans qu'il ne s'en rende compte, des allures d'une intimité incongrue. Pierre parlait du travail, des mots comme recherche, réseau, innovation, tombant dans la conversation comme des pierres lormes, puis glissa vers des confidences plus humaines, la difficulté d'être absent, la terreur de voir son fils se perdre. Malik parla peu de lui. Il racontait la région, son enfance, la grand-mère qui tenait la petite loge à 2 rues de là. Il laissa transparaître des choses pas dites, l'orphelin, la sirène du passé. Pierre écouta sans juger, comme on recueille un bruit qui pourrait devenir chanson. À la sortie du café, Pierre proposa quelque chose que peu d'hommes de sa stature offrent sans calcul. Si jamais vous avez besoin, pour vous ou pour votre famille, dites-le moi. Ce n'était ni une promesse concrète, ni une offre de salut, plutôt la mise à disposition d'un espace qui n'existait pas d'habitude entre leurs mondes. Malik eut un instant de méfiance, puis un sourire presque sec. Il accepta une carte posée sur la table, un rectangle blanc avec des lettres discrètes. Il glissa la carte dans sa poche sans regarder plus. La journée se poursuivit comme on recoud un tissu. Des interventions, du vent qui poussait les odeurs, des répétitions. Mais quelque chose avait changé. Dans la poche de sa veste, la carte pesait. C'était un poids social qui faisait vibrer une mémoire ancienne,
celle d'un gamin qui, avant de devenir policier, avait rêvé de main tendue. Si cette histoire vous touche, si vous voulez savoir ce qui se cache derrière ce simple sauvetage, abonnez-vous et suivez la suite. Ce fut la première fissure. Il n'en savait rien encore, mais les fissures se multiplient sans bruit, jusqu'à ce qu'on aperçoive la vraie cassure. 2 jours plus tard, Malik se trouva obligé de s'occuper du petit dossier du garçon. On consigne, on photographie, on redonne les objets trouvés aux parents après vérification. Parmi les affaires du petit Pierre, un ballon, une casquette, quelques bonbons, Malik trouva un petit carnet, un cahier d'école écorné. Il n'était pas à Pierre Junior, pensa-t-il d'abord. L'enfant feuilletait parfois des choses qui n'étaient pas les siennes. Malik déplia la couverture, plus par habitude que par curiosité. Les pages étaient griffonnées, enfantines et nerveuses. Dessin, un vélo, une silhouette ombreuse, un pont. Quelque chose attira son œil, une signature maladroite, l'initiale d'un nom écrite en bas d'une page, en lettres pressées. L'initiale M. Il fronça les sourcils. M pour Malik? M pour Moreau? Il rangea le carnet dans son tiroir, mais la lettre resta comme une pointe dans sa tête. Cette lettre fut le déclencheur d'un souvenir qu'il tenait tapi depuis longtemps, un parchemin froissé retrouvé dans les affaires de ses parents après l'accident. Ce parchemin était la seule clé qu'il n'avait jamais su où installer. Il revit, très bref, un camion blanc, une plaque reconnaissable, la nuit qui fondait. Les associations se collent parfois comme de la cire, de petites marques, un logo, une initiale, et soudain la mémoire se reforme en motif. Il n'y avait aucune preuve, seulement la sensation d'un écho. Malik ne se laissa pas emporter par l'irréfléchi. Le policier en lui savait que l'intuition est une piste possible, non une condamnation. Il nota la trouvaille dans son carnet d'enquête, sous une ligne meublée de prudence. Il appela Émilie, petite voix forte du quartier, 19 ans, fille d'un marchand, qui savait tout et protectrice comme une mère, et le garçon à la cicatrice, Ludo, pour les interroger. Ils avaient l'habitude de se confier des bribes, de partager la réalité comme on prêtait des cigarettes, peu et souvent. « Lucas », dit Émilie sans préambule, le nom tomba dur comme un caillou. Il était tout le temps avec Pierre, il jouait à la citadelle. Lucas, il a disparu il y a 3 mois. Ludo attrapa le petit carnet, le retourna, crut voir autre chose. Il a griffonné la main quelque part, dit-il en fronçant le sourcil, comme une signature. La main. Malik sentit un frisson plus profond que la simple curiosité. La main comme un nom, une bande, une dénomination qui n'attire pas les policiers tant qu'elle reste de l'ordre des légendes. Mais dans les quartiers, les légendes peuvent être des appareils insectes, des réseaux qui mastiquent la misère et recrachent des restes. On n'en faisait pas une histoire officielle, mais la présence d'un tel nom dans le carnet d'un gamin disparu valait une vérification. Ils parlèrent à demi-voix, près d'une benne à ordures, les mots se collant au bruit des moteurs. Les jeunes livrèrent des détails. Lucas fréquentait des livraisons près du port. Il avait aidé à décharger palettes. Il connaissait des passages derrière des vieux hangars. Il aimait aussi les fêtes que les entreprises organisaient parfois, avec des jouets et des gâteaux. Il était un garçon qui connaissait un peu trop de bonnes mains. Malik nota tout, la main sur son stylo semblant un peu plus pesante. Chaque témoignage était une pierre qu'il fallait poser sans équivoque. Sans preuve, on ne faisait que dessiner des ombres. Il fallut du temps pour convaincre la mère de Lucas de leur ouvrir la porte. Elle était usée, les cernes larges comme des rivières. La maison sentait la lessive et le café froid. Elle mit du temps à laisser Malik entrer. C'était logique. Les policiers venaient parfois pour arracher, rarement pour consoler. Mais Malik n'était pas venu jouer le rôle qu'on aimait lui prêter. Il était venu comme un homme usé par les pertes, plongeant la main dans d'autres deuils comme pour tâter sa propre douleur. La chambre de Lucas était un réduit où chaque objet semblait peser plus lourd. Malik passa la main sur la table, sur les feuilles, sur les dessins pleins de petites croix. Au fond, sous une planche mal fixée, ils trouvèrent finalement une boîte. Une boîte scotchée, jaunie d'un ruban qui avait résisté à l'humidité. La mère, d'abord réticente, leur indiqua la cachette d'un geste sec. Elle tenait encore la boîte quand Malik la prit. Ses doigts tremblaient. Dans la boîte, il y a eu des trésors de garçon, un billet de cinéma, une photo trouée à une fête, quelques pièces de monnaie, et surtout un carnet plus petit, couvert d'écritures serrées. Malik l'ouvrit avec un respect qu'il n'aurait pas montré devant sa hiérarchie. Lire une confidence d'enfant, c'est entrer sans frapper. Il lut à voix basse, puis parla, comme si les pages lui avaient parlé directement. « Écoutez, dit-il, je dois vous dire tout ce que je peux, mais il y a des choses que nous devons vérifier ensemble. Il y a un nom écrit dans ce carnet. La main, il est écrit là, comme si c'était important. Et puis des indications, un hangar, des fêtes, des camions. » La mère laissa échapper un rire sec, sans joie. Elle posa la tête contre sa main. « La main, murmura-t-elle. Tout le monde en parle. Mais qui croit une mère? Qui écoute une mère ?» Ses yeux se posèrent sur Malik avec une force qui traversait l'épaisseur des rôles. Il comprit qu'elle pesait l'homme en face d'elle. Est-il jeune? Est-il sincère? Est-il assez obstiné pour creuser? Il ressentit le poids de cette attente, plus lourd que le carnet.
Il avait appris à transformer ce poids en une sorte de foi calme. Il proposa un arrangement prudent. Ils allaient relier les fils, pas à pas. Il demanderait à la brigade des mineurs une ouverture formelle, mais surtout, il irait lui-même écouter les témoins, parler aux jeunes, fouiller les lieux mentionnés. Il offrit de venir pour parler au voisinage, pour reconstituer. La mère accepta, non pas pour la promesse de dénouer l'affaire tout de suite, mais parce que quelqu'un, enfin, notait son nom sur la liste des vivants qui cherchent. Pendant cette période, les rencontres entre Malik et Pierre se multiplièrent, toujours sur un fil de confiance chancelante. Ils prirent plusieurs cafés, parfois dans des cafés du quartier, parfois dans le bureau sobre de Pierre, une pièce haute et claire où les objets semblaient organisés pour pacifier le regard. Sculpture minime, une étagère de livres triés. Pierre n'étalait pas sa richesse, il la tenait comme on tient une responsabilité trop lourde pour être montrée. Il n'y avait pas d'accusation explicite dans leur conversation, mais il y avait un partage de fatigue, un partage de colère possible. La présence de Pierre s'ajoutait à la sensibilité de Malik comme un instrument qui vibrait pareillement à la même note. Parfois, après une longue journée d'interrogation, Pierre appelait Malik et disait « J'ai regardé des choses, rien n'indique quelque chose de concret, mais je veux aider ». Sa voix n'avait plus tout à fait la même hauteur, elle craquait en des endroits où la pudeur se mêlait à la culpabilité. Et la culpabilité de Pierre était réelle, même si on ne saurait dire pourquoi. Il se sentait coupable d'absence, coupable d'argent, coupable d'une chose qu'il ne nommait pas. Il appelait parfois des personnes, il venait une fois par semaine dans le quartier en prétendant simplement surveiller son fils, mais on voyait bien qu'il cherchait, au-delà du rôle de père, quelque chose qui avait à voir avec réparer une tâche ancienne. Il n'avait pas le visage d'un coupable, mais d'un homme qui redoute les ombres dans son propre salon. L'enquête avança en lambeaux. Malik suivit des pistes qui tournaient en rond, visita un hangar qui sentait la rouille, parla à des livreurs qui se souvenaient d'un nom prononcé à la va-vite. Ils trouvèrent un ticket de caisse d'une entreprise de maraîchage, une inscription récurrente qui menait à des fournisseurs. Rien de définitif. Ils trouvaient plutôt l'ébauche d'un réseau, des fêtes d'entreprise où l'on distribuait des jetons, des contrats de sponsoring qu'on ne regardait pas de près, des noms qui revenaient comme une ondulation. Le carnet de Lucas resta leur boussole. Il contenait des phrases brèves, parfois enfantines, mais aussi une répétition. Il me dit de ne pas parler. La main m'a fait suivre, j'ai vu PM. Ces mentions éveillaient une vigilance plus franche. PM pouvait être Pierre Morat, ou juste des initiales communes. Malik évitait d'écrire des choses définitives. La paperasserie officielle aime les preuves nettes, pas les suppositions. Un après-midi, au bord du Vieux-Port, Malik reçut un message sur son téléphone. Un numéro anonyme. Il se retint d'appeler. Souvent, les appels anonymes sont des bruits de fond, mais il sentit cette fois la nécessité de répondre. La voix à l'autre bout était jeune, elle tremblait. « Tu peux pas tout faire, toi, » dit la voix. « Si tu touches trop loin, ils vont regarder. Les mains bougent. La dernière fois qu'on a cherché, on a perdu quelqu'un. » La ligne raccrocha. Malik resta une minute de plus, appuyé sur la rambarde, regardant la mer grise comme du métal poli. La menace était là, faite de mots simples. Il pensa à la mère de Lucas, au carnet, à Pierre Moreau qui avait été si humain. L'équation se compliquait. Il n'était plus seulement question de savoir qui avait fait quoi. C'était devenu un territoire où la prudence se mesurait en vie. Ce soir-là, de son côté, Pierre revint au silence des grandes maisons. Il prit les clés de sa voiture, monta dans la nuit et ne dit rien à personne. Quand il entra dans son bureau, fermé derrière des portes lourdes, il alluma une lampe basse. Sur son bureau, il avait un dossier de papier, soigneusement classé, un petit carnet d'inscriptions qu'il raréfiait pour lui seul. Il l'ouvrit lentement. Parmi des notes sur des domations, des listes de partenaires, un post-it lui attira l'œil. Un lieu, un nom, une facture ancienne, un reçu griffonné avec le tampon d'une logistique. Entrepôt 7, quai des docks, livraison, sous-traitance. En bas, une initiale, la même qui revenait dans les marges du carnet de l'enfant. Il sentit la gorge se serrer, non pas comme la surprise d'un homme qui découvre une erreur administrative, mais comme la douleur d'un parent qui découvre un détail qui ne devait pas exister. Il se rappela d'un soir, des années auparavant, d'un trajet qui avait mal tourné, de réparations faites à la hâte, de mains que l'on n'avait pas questionnées. Il y avait des factures que l'on signait sans regarder, des prestations sous-traitées parce que c'était plus simple. Il y avait un monde qui fonctionnait par mécanismes invisibles, et chaque mécanisme pouvait, sans qu'on y pense, broyer une vie. La nuit enveloppa la ville. Pierre prit son téléphone, fit un numéro court qu'il n'utilisait que pour les urgences privées. Sa voix fut basse, presque implorante. « Vérifie-moi un détail. Entrepôt 7. Fais remonter tout ce que tu as sur cette série de livraisons et regarde qui était présent les soirs d'événements l'année dernière. Et passe-moi la liste des interventions de sécurité que nous avons payées en sous-traitance. » Il raccrocha, la main sur la table. Il n'avait pas accusé personne. Il cherchait à savoir, à se laver d'une ignorance trop commode. Il ferma le dossier comme on referme une plaie, mais la douleur restait. Il posa une main sur la photo sur son bureau. Un cliché d'un petit garçon tenant une glace. Leur regard tellement semblable qu'il fit un pli au cœur. Le lendemain, Malik se leva très tôt. Il était allé, pendant la nuit,
au hangar mentionné dans le carnet. Il avait pris des photos, avait noté des plaques, des horaires. Il avait senti que chaque pas risquait d'être trop bruyant, qu'une erreur pouvait tout renverser. Quand il arriva au poste, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte personnelle. Pas d'insigne, pas de logo, simple papier brun. À l'intérieur, une page photocopiée, la mention d'un fournisseur, avec l'indication, en annotation de la main de quelqu'un, d'une présence ponctuelle lors d'un événement de charité. Les initiales sur la photocopie fonctionnaient comme un nouveau miroir, la même initiale que dans les pages du carnet. M. Malik sentit la pression monter, non pas de la colère immédiate, mais d'un mélange de peur et d'obstination. Il savait que la prochaine étape demanderait du soin, des auditions formelles, des demandes d'accès à des documents privés, peut-être l'aval de supérieurs. Il ne voulait pas piétiner l'enquête avec des accusations bâclées. Il avait vu des vies ruinées par des soupçons qui n'étaient que respiration. Il passa l'après-midi à parler aux jeunes dans un square. Ils évoquaient des fêtes où des adultes en costume semblaient flotter comme des poissons hors de leur mare. On donnait des jouets, on offrait des sandwichs, on prenait des photos que personne ne regardait vraiment. Lucas avait été au mauvais endroit au mauvais moment, pensait Malik. Et cette pensée le fit resserrer les poings. En fin de journée, il retrouva Pierre. Ils se parlaient à voix très basse, comme deux personnes qui conspirent pour apaiser une douleur. Malik lui parla de la présence de la main dans le carnet, des allusions à des lieux, des entournures. Il évita soigneusement de mentionner la photocopie déposée sous sa porte pour ne pas compromettre une source. Pierre écouta, pâle, mordant sa lèvre. À certains moments, il se leva et tira sur sa cigarette, comme pour en faire un rituel de pensée. Il se sentit vulnérable, ce qui le rendit étrangement humain. « Il faut qu'on fasse attention, » dit Pierre. « Si quelque chose remonte à ce cercle, ce ne sera pas seulement désagréable, ce serait dangereux. »« Je le sais, » répondit Malik, « mais on ne peut pas laisser ces gamins dans le doute. Et on ne peut pas ignorer les indices. On avance, étape par étape. »« Et si tu découvrais que je suis lié de près ou de loin, tu m'en voudrais. Ou tu fuirais. » La question tomba dans la chambre comme une pierre dans un puits. Malik eut l'impression qu'on venait de lui poser la seule vraie question possible. Que ferait un homme quand son ami, ou l'objet de sa confiance, se trouve potentiellement proche d'un secret qui a brisé sa vie? Il ne répondait pas immédiatement. Sa vérité intérieure tanguait entre la loyauté professionnelle et une soif de vérité qui venait de sa douleur personnelle. Il pensa à ses parents, à la sensation du métal dans l'air la nuit de l'accident. Il pensa à la grand-mère qui cousait des ourlets pour gagner quelques euros. Il pensa à ces choses qui n'avaient ni prix ni sens, mais qui formaient un socle moral. « Je ferai mon travail, » dit-il enfin. « Je ne suis pas là pour ruiner des vies sans preuve. Mais si des faits me montrent un chemin, je suivrai ce chemin. Tant que tu veux en faire partie, nous le ferons ensemble, mais à la lumière. » Pierre hocha la tête, luttant avec quelque chose qui ressemblait à l'acceptation. Il se mit à parler d'une chose qu'il n'avait jamais dite à haute voix, des doutes sur la chaîne de commandement de ses propres sous-traitants, la peur que ses actions, même involontaires, puissent causer du mal. Malik l'écouta, sentant l'humanité de cet homme se rapprocher de la sienne, moins par statut que par peur. La nuit tomba sur eux comme un rideau. La ville continuait de vivre en couches. En surface, on dansait, on vendait, on aimait. En dessous, des lignes se resserraient. Malik rentra chez sa grand-mère. La petite loge sentait la soupe et la laine. Elle leva la tête et lui offrit un sourire pelé. « Tu as l'air fatigué ?» dit-elle. « Tu cours après des ombres ?» Il haussa les épaules, la vérité trop lourde pour en faire un récit clair. « Un peu, dit-il, mais ce sont des ombres qui parlent. » Elle posa sa main sur la sienne, la prit comme on prend une migraine. Aucun conseil grandiloquent, seulement la chaleur d'un contact qui disait « Continue, mais prends soin. » Le lendemain, la piste prit une nouvelle forme. Un des livreurs qui travaillait pour les événements de charité reconnut la description d'un homme qui organisait les soirées. Il avait le mutisme d'un homme qui n'aime pas les questions. Il avait, dit-on, habitué certains jeunes à faire la course pour des paquets, à se sentir utiles, à espérer une récompense. Les récompenses fabriquent des servitudes. Ils se retrouvèrent, en fin d'après-midi, tous ensemble, devant l'entrepôt numéro 7. Le bâtiment était une coque de béton couverte de lierre, ses volets métalliques barrant l'entrée comme des dents. Il régnait là une odeur d'huile froide, d'humidité engloutie et de choses empilées. Malik posa la main sur la porte, ressenti professionnel, puis fit un signe aux jeunes, prudence. Ils firent un tour du bâtiment, prirent des notes,
trouvèrent un sticker détrempé au coin d'un carton. Un logo presque effacé, mais reconnaissable pour ceux qui avaient bossé à des événements. Un signe. Ils prirent une photo. Quand ils eurent fini, Ludo s'approcha de Malik, assez bas pour que seul lui entende. « J'ai vu une voiture, dit-il. Une plaque qu'on n'oublie pas. J'ai pris la photo, je te l'envoie. » La photo arriva dans la minute, un rectangle tremblé. La plaque n'était pas directement incriminante, mais Malik y vit quelque chose qui fit redescendre sa respiration au ralenti. Les lettres au coin du pare-brise étaient familières, liées à une flotte qu'on utilisait parfois pour livrer des choses pour Pierre Moreau, pour des événements. Ce n'était pas la preuve, seulement un fil qui menait à une étoffe plus grande. Alors que le ciel s'abaissait sur le port et que les lumières de la ville commençaient à clignoter comme des lucioles mécaniques, Pierre reçut dans son bureau un message d'un expéditeur anonyme. Il l'ouvrit. C'était une photo, prise de loin, d'un carnet posé sur une table. Le carnet ouvert sur une page où l'on voyait, écrit de la main d'un enfant, la main. En bas, quelqu'un avait ajouté un trait de plume, entrepôt 7. Une note bancale, menaçante dans sa simplicité. Pierre sentit soudain l'air froid de l'incrédulité lui pénétrer l'estomac. Il avait longtemps cru protéger un monde qu'il dirigeait, croyait pouvoir circonscrire les bords d'un océan de responsabilité par des chèques, des audits, des équipes. Mais il n'avait jamais imaginé que les bords du monde qu'il touchait puissent être des lieux où des choses sombres poussaient sans qu'il les voie. Il posa la photo. Il pensa à son fils, au petit bracelet de cuir. Il prit une décision qui scella la suite. Il allait creuser en secret, avec ses propres moyens. Pas pour se défendre, dit-il à lui-même, mais pour savoir. Connaître, pour un homme comme lui, était la première étape avant de réparer. Il alluma la lampe. Sur la table, la photo du garçon avec sa glace attendait. Il posa la main dessus et sut qu'un autre chemin venait de commencer. Un chemin dangereux, pensait-il, mais incontournable. La ville, pendant ce temps, continuait de respirer, de vendre et d'oublier, sans savoir que 2 hommes se tenaient au bord d'un réseau. L'un, jeune et droit, tenait la foi de la procédure. L'autre, riche et inquiet, tenait la possibilité de découvrir quelque chose qui, s'il était prouvé, pourrait l'engloutir. Ils avaient tous les deux désormais une carte qui les liait, la même initiale, la même adresse, des silhouettes dans un carnet d'enfant. Et au cœur de cette carte, un nom que personne ne voulait prononcer trop fort. La main. La main n'était plus seulement un mot griffonné sur des pages d'enfants, elle devenait une cartographie de possibles responsabilités et de peurs. À partir de là, tout se déroula en 2 mouvements parallèles. Pierre fouillait avec ses moyens propres, dans le secret feutré d'un bureau où l'on prend des décisions qui n'apparaissent sur aucun registre officiel. Malik, lui, déroulait la pelote dans la lumière imparfaite de la rue et des procédures. Entretenir la confiance du quartier, écouter, rassembler les bribes de vérité qu'on lui jetait. Le matin suivant la photo anonyme, Pierre fit ce qu'il savait faire depuis toujours, disséquer l'information. Il commença par demander, sans témoin, à son directeur logistique un rapport complet sur les sous-traitances des 12 derniers mois. Il fit appel à des comptes qui, d'habitude, lui étaient réservés, et demanda un scan des factures et des bons de livraison pour les événements. On lui fournit des fichiers, des codes, des numéros sans âme, il les avala comme on avale un remède amer. Au cœur des tableaux, un nom revenait, caché dans l'ombre des rectifications comptables. Manlog France, une société de transport mentionnée comme prestataire ponctuel. Pas de lien apparent avec la holding principale, pas de contrat cadre mentionné dans les premières feuilles, juste des lignes de paiement éparses, des dates et des heures. Mais une observation suffit à un homme qui a l'habitude de voir des motifs où d'autres voient des chiffres. Une convergence d'horaires, une régularité dans les affectations lors d'événements du groupe, et plus troublant encore, une note manuscrite sur une facture ancienne, une mention courte, presque oubliée, gestion particulière, MG. Pierre resta immobile un moment, la lampe du bureau dessinant des coins d'ombre sur son visage. MG, initiale qui ne lui disait rien au premier abord, mais qu'il connaissait comme on connaît la voix d'un employé fidèle qui avait été longtemps dans l'ombre. Il appela un ancien responsable de terrain, un homme qu'il avait connu au début, quand il avait appris à déléguer sans s'aveugler. L'homme, après un silence, murmura une chose si simple qu'elle semblait tout expliquer et ne rien prouver en même temps. MG, c'est Marc Griveau. Il gérait nos logistiques événementielles, pas très visibles, mais efficaces. Et il ajouta, comme on souffle la fumée d'une habitude, il travaillait souvent avec des prestataires ad hoc. C'est son mode, trouver des petites mains qui n'apparaissent pas dans les bilans. Cueillir un nom, l'appeler par son prénom, c'était déjà faire tomber une barrière. Pierre sentit une douleur sourde, non de peur, non de honte, mais d'un parent qui découvre que les gestes de sa vie, aussi organisés soient-ils, peuvent contenir des ondes d'ombre. Il se leva, fit le tour du bureau, prit la photo du carnet que l'anonyme lui avait envoyé et la présenta devant la fenêtre comme pour mesurer sa véracité à la lumière de la ville. Puis il prit une décision. Il ne dirait rien à personne de son entourage immédiat, pas encore. Il demanderait à Grisot des explications, en privé.
Il le rencontra dans un petit bistrot anonyme près des docks, un lieu où l'on parle de cargaison sans paraître s'étonner d'Elias. Griveaux arriva en chemise froissée, la cinquantaine, le regard d'un homme qui a travaillé beaucoup pour être oublié. Il se montra étonné de la visite jusqu'au moment où Pierre posa sur la table une photocopie d'une facture ancienne, celle-là même qui comportait la mention manuscrite. À la vue du document, l'homme pâlit. Un détail qu'il n'avait pas prévu, la facture était tamponnée d'un numéro de véhicule, le même type d'immatriculation que la plaque que Ludo avait prise en photo devant l'entrepôt. Griveaux déglutit et, après une hésitation longue, laissa échapper un souffle. « On a fait appel à des relais, dit-il, des sociétés qui ne posent pas de questions. Pourquoi ? Parce que c'est pratique, ça coûte moins cher, ça n'engage pas notre main directe. Je ne veux pas croire que ça ait mal tourné pour quelqu'un à cause de ça. Mais oui, Mainlog a été utilisé sur plusieurs événements. »« Est-ce que vous reconnaissez l'abréviation « la main » demanda Pierre, sans laisser voir sa tension. Griveaux ferma les yeux, comme s'il cherchait à se souvenir d'un son enfoui. « La main. J'ai entendu le nom dans la rue, peut-être, mais pas dans mes dossiers officiels. Ça sonne comme une étiquette de lieu, de groupe. Nous, on a fait venir des véhicules, parfois en urgence. On ne vérifiait pas toujours tout jusqu'au bout. » Pierre notait tout mentalement. Il parlait peu. Il n'y avait encore aucune preuve d'un lien direct à la mort des parents de Malik, mais il y avait assez pour que la possibilité devienne une flamme. Le même nom griffonné, la même plaque, la même initiale sur une facture. Ce n'était pas l'aveu qu'il redoutait, mais c'était une fissure suffisante pour entamer une recherche personnelle plus profonde. Pendant ce temps, Malik avançait sur le terrain. Sa méthode restait la même. Il cultivait la confiance, examinait les lieux, prenait des notes et gardait la prudence comme une seconde peau. Les jeunes l'avaient mis en garde d'une manière plus explicite depuis l'enveloppe anonyme, des regards inquiétants, des messages vifs. Un soir, alors qu'il rentrait à pas ralenti vers la loge de sa grand-mère, quelqu'un le suivit à distance. Il sentit la présence, changea de rue, vérifiait derrière lui, et ne vit que la silhouette d'un homme qui s'éclaircit à la lumière d'un lampadaire. Ce ne fut pas un affrontement, ce fut une menace laissée ouverte, comme un avertissement. Il augmentait la surveillance, multipliait les entretiens. Avec Émilie, il fouillait les archives d'un club de quartier, où Ludo avait travaillé quelquefois comme aide. Avec Ludo, ils allèrent au quai, car certains livreurs avaient l'habitude d'y laisser des cartons en attente. Chaque lieu livrait une pièce minuscule de puzzle, une étiquette de transport, un nom mentionné à la va-vite, une régularité d'heure. Chaque pièce ne signifiait pas encore un auteur, mais elle formait un dessin plus net. Un soir, on lui remit un message vocal croiselé par téléphone, d'une voix tremblante. « Si tu continues, ils vont t'observer. Ils ont pris la voix. Ils savent qui t'écoute. » L'inconnu raccrocha. Malik posa le téléphone sur la table, prit un café et reprit son carnet. La peur était là, mais le devoir était plus lourd encore. Les jours s'enchaînèrent. Pierre, en privé, fit ouvrir des pistes que son service n'aurait pu légalement amorcer sans l'aval d'un audit officiel. Il demanda à ses assistants de retrouver une trace de Mainlog, des factures archivées, des noms de conducteurs. Il fit appel à des contacts de confiance pour suivre les flux d'argent. Il rassembla des copies de virements, des factures électroniques et trouva ce que la comptabilité ne montrait pas toujours. Des chèques libellés pour des prestations hors livre, des avenants signés en urgence à des sous-traitants anonymes. Il trouva aussi une photo, prise le soir d'un événement il y a 2 ans. Un homme au bord du cadre, la silhouette floue, mais on distinguait la ceinture et la posture d'un chauffeur. Un détail, le camion qu'on voit à l'arrière-plan porte la même empreinte visuelle qu'un camion photographié dans la nuit de l'accident que Malik n'avait jamais pu oublier. Pour Malik, l'enquête prenait une couleur personnelle qu'il n'avait pas anticipée. Une nuit, en triant des vieilles coupures, il retrouva une feuille chiffonnée qui avait été retrouvée parmi les effets de ses parents, une note avec un horaire et une plaque, inscrite d'une main tremblante. Il avait longtemps cru que ces éléments étaient de la coïncidence, le caprice de la mémoire d'un orphelin cherchant sens où il n'y en avait peut-être pas, mais ajouté aux nouvelles découvertes, il dessinait plutôt une trajectoire. La plaque photographiée par Ludo, la société Mainlog, l'entrepôt 7, et maintenant cette même plaque qui revenait comme un refrain. Malik choisit de partager cela, mais seulement en partie. Il en parla à Pierre lors d'un échange tardif sous le néon rassurant d'un café qui avait fini de servir des clients. Il montra la feuille. Pierre ne la regarda pas longtemps. Il ne fallait pas encore prononcer des mots définitifs, seulement les examiner, collectivement. Ils formaient un petit cercle de prudence, 2 hommes, séparés par une différence de monde, mais soudés par une même attention. « Ce que je veux savoir, dit Pierre lentement, c'est qui signait ces paiements, qui commandait la logistique hors livre, et pourquoi ce soir-là, ce camion est passé par la zone où tes parents ont eu l'accident. Et si c'est Griveaux, murmura Malik, que se passe-t-il alors ?
Il y aura un vide entre ce qu'il faisait et ce qui l'engageait. Il y aura plus d'ombre. Alors on remontera ces ombres, répondit Pierre, pas pour pointer du doigt sans preuve, mais pour découvrir des responsabilités. Je ne veux pas que des hommes agissent en dehors de toute surveillance sous mon nom. S'il y a eu erreur, on doit comprendre laquelle. Il y eut, dans la réponse de Pierre, une promesse qui n'était pas encore un acte, la volonté d'enquêter à l'abri des regards, mais aussi la conscience dramatique que la vérité pourrait le lier d'une manière douloureuse à la souffrance des autres. Malik le regarda, et pour la première fois depuis le jour du marché, vit chez cet homme quelque chose qui ressemblait à de la peur authentique. Pas la peur d'un banquier ou d'un manager, une peur d'homme face au risque d'avoir contribué, même indirectement, à un mal irréparable. L'enquête prit un tour plus risqué. Un soir, Émilie rapporta une rumeur qui agit comme une étincelle. Un jeune du quartier avait vu, lors d'une fête, un homme remettre une enveloppe à quelqu'un qui portait un blouson marqué d'un sigle proche de « la main ». La transmission d'argent, même en petite somme, indique souvent un lien direct. Malik chercha des caméras, interrogea des témoins, vérifia des relevés. La trace d'un passage, un visage flou. On trouva aussi un fragment d'email, mal envoyé, qui mentionnait un bonus pour service discret, urgente discrétion requête, signé par MG. Ce n'était pas un aveu, mais c'était une preuve de méthode. À mesure que la pelote se déroulait, les risques se matérialisaient. Malik reçut une visite, pas violente, pas menaçante à voix haute, mais assez lourde pour l'alerter. Un homme se tint devant la loge de sa grand-mère, un grand manteau, les mains dans les poches, les yeux clairs comme des pierres. Il regarda la maison, puis Malik, et laissa échapper une phrase qui sut flétrir l'air. « Tu sais te mêler de choses qui te dépassent. » L'homme s'éloigna. Malik entr'ouvrit la porte, le cœur battant, et sentit la main de sa grand-mère sur son bras. « Sois prudent. Il n'aime pas être dérangé. » Il n'y eut pas d'affrontement physique. Les menaces, d'abord voilées, devinrent plus directes. Un soir, Ludo reçut une visite à son domicile. Porte claquée, questions posées par des voix d'hommes pressés. Il survécut à l'intimidation. On le trouva le lendemain, tremblant mais indemne. C'était une indication claire. Frôler la main, c'est provoquer une protection. Il fallait avancer, mais avec plus de soin. Pierre, lui, travaillait contre la montre. Il fit interroger clandestinement certains fournisseurs, obtint une liste de comptes qui s'entrecroisaient étrangement. Il découvrit surtout une chose décisive, un petit carnet d'opérations financières tenu par quelqu'un de confiance dans l'équipe de Griveaux où apparaissait une note d'un soir d'octobre qui correspondait à la nuit de l'accident qui avait emporté les parents de Malik. La note était brisée, la main qu'il avait écrite pressée, comme on écrit quand on a peur. On y voyait la mention d'un véhicule et surtout un nom, non officiel mais reconnaissable, T. Marceau. Le même nom surgissait dans une photo d'archives qu'on allait trouver dans les relevés. Un homme avec la carrure d'un chauffeur, des tatouages discrets, vus à plusieurs événements. Ce que Pierre trouva le frappa comme une lame, la concordance entre la mention manuscrite, la plaque photographiée par Ludo et une série de virements destinés à des sociétés écrans. Il avait sous les yeux la trace d'un engrenage, et au bout de cet engrenage, possiblement des vis brisées. Il prit la photocopie, la posa sur la table et resta là un long moment, regard vide. Faire remonter ce lien par les voies officielles signifierait exposer sa propre entreprise à un scandale. Ne rien faire, c'était trahir la confiance d'un père envers des familles qu'il ne connaissait pas personnellement, mais qu'il touchait désormais par le hasard d'un héros sauvant son fils. La découverte ne donnait pas la preuve que quelqu'un de son staff avait ordonné un acte criminel. Elle montrait un système, une chaîne de sous-traitance laxiste, des paiements sournois, des relais qui pouvaient, par négligence ou calcul, mettre des jeunes en danger. C'était atrocement suffisant pour déclencher une réaction, pas assez pour condamner un homme. Pierre prit une décision cruciale. Il allait, pour l'instant, enquêter en secret, en interne, tout en protégeant du mieux qu'il pouvait les jeunes témoins. Il allait aussi, et surtout, parler à Malik, sans lui révéler la totalité de ses découvertes, par respect pour la fragile relation de confiance. Ils se retrouvèrent ce soir-là dans le petit café où tout avait commencé. La pluie tombait en rideau fin sur la ville, et les reflets oranges des lampadaires donnaient au lieu une intimité presque feinte. Pierre posa devant Malik un dossier simple, sans nom, juste des photocopies et une liste. Il parla bas. « J'ai trouvé des correspondances, dit-il. Elles ne prouvent rien, mais elles indiquent qu'il y a eu des paiements à des sociétés qui n'ont jamais été vérifiées correctement. Un nom revient, T. Marceau. Un autre, MG, Marc Griveaux. Je veux leur poser des questions, mais en privé. » Malik parcourut les feuilles. Son monde intérieur, déjà instable, vacilla. Il ressentit la proximité d'une victoire et la dureté d'un piège moral. L'homme assis face à lui avait, par sa démarche privée, mis le doigt sur une possible cause, et pourtant il gardait le silence sur l'ampleur. Cacher des choses, même par sagesse, est un acte qui trouble. « Si tu veux que je fasse ça proprement, dit Malik, on doit avertir officiellement la brigade. Je ne peux pas continuer sans protection. Les jeunes sont menacés. Et si la brigade fuit le dossier coupe à pierre, et si tout s'éparpille en procédure, en lix, on protégera les témoins autrement.
Je peux autoriser un agent de confiance pour travailler avec toi, sous couvert, mais il faut savoir à qui on parle. Je ne peux plus me contenter de choisir entre ma conscience et mon entreprise. » Ils trouvèrent un compromis. Pierre mettrait en place, discrètement, des ressources pour protéger les jeunes et pour explorer les flux financiers. Malik, avec prudence, faisait avancer ses auditions et sécurisait les témoins. Ils établirent un protocole informel. Chaque piste devait être vérifiée par 2 tiers, par des preuves matérielles, et si possible des témoins indépendants. Il ne voulait pas ruiner des vies par des accusations hâtives, mais il ne pouvait pas non plus laisser des enfants disparaître dans des réseaux de servitude. Le dossier avança. Une perquisition discrète dans une annexe d'entrepôt mit au jour des cartons contenant des factures tamponnées au nom de Menlog. Sur l'une des factures, un cachet d'un atelier de réparation automobile figurait avec le nom d'un chauffeur, T. Marceau. La police, quand on la mit au courant sous couvert, obtint un mandat pour contrôler la flotte. On y trouva des vestiges d'intervention, des traces de passagers, mais pas l'évidence directe d'un crime. Cependant, une conversation interceptée légalement, un appel bref entre 2 opérateurs, laissa entendre que des jeunes étaient recrutés pour des livraisons nocturnes, parce que la main-d'œuvre coûtait moins cher et faisait moins de vagues. Les paroles, décousues, rendaient plausible un monde d'exploitation. De son côté, la mère de Lucas tomba, petit à petit, dans un espoir fragile. À la 20aine d'heures d'audition, elle reçut un appel anonyme, une voix de femme qui chuchota. « Ils vont vous laisser tranquille si vous gardez la bouche fermée. » La terrifiante logique revenait, le silence comme prix. La mère choisit, comme tant d'autres dans ces quartiers, la petite victoire d'être écoutée et consigna un témoignage. Cela permit à Malik de reconstituer la chronologie des sorties de Lucas, soirée, ramassage, la trace d'un chemin entre les hangars et des fêtes d'entreprise. Une révélation intime survint au moment où ils consultèrent les archives de l'entreprise de Pierre, une note oubliée, une correspondance ancienne évoquant des réparations de flotte sous signataire PM, Pierre Moreau lui-même. Non pas un ordre explicite, mais une approbation administrative signée des années auparavant pour un plan de réduction des coûts. Pierre la lut, blêmi, puis se rappela l'époque. Il avait donné des directives générales sans lire les détails de chaque mandat. Il fut saisi par la vision de ses propres mains qui avaient signé des choses sans mesurer toutes les conséquences. Il creusa en lui une culpabilité cruelle, différente de tout autre. Il avait par habitude décisionnelle autorisé des mécanismes qu'il n'avait jamais surveillés. Cette ligne de responsabilité imposa un dilemme éthique plus aigu encore. Rendre public le lien entre sa société et des sous-traitants douteux serait non seulement un aveu de mauvaise gestion, mais aussi un aveu d'échec moral. Il pensa à son fils, à la première peur du marché, il pensa à Malik et à sa propre action impulsive. Il pensa à la mère de Lucas qui attendait une réponse. Il n'y avait pas d'option facile. Alors il fit ce que beaucoup de dirigeants font quand la vérité menace de tout emporter. Il prit la décision la plus inconfortable, mais la plus honnête qu'il put concevoir. Il engagea, à sa propre charge et en secret, un cabinet d'investigation externe indépendant. Il imposa la confidentialité la plus stricte. Il leur demanda de reconstruire la chaîne, mais de laisser autant que possible des traces légalement recevables. Il ne cherchait pas à se cacher. Il cherchait à comprendre sans déclencher un enfer médiatique qui étoufferait les preuves et mettrait les témoins en danger. Le cabinet remonta la piste des paiements à des comptes offshore, à des petites sociétés écrans, à des transferts ponctuels. Ils identifièrent un homme qui jouait dans l'ombre, Tanguy Marceau. Il n'était pas, selon leur fichier, un employé officiel, mais un relais régional qui gérait des équipes de livreurs sous contrat. Il avait un casier pour de petites infractions, pas pour des crimes majeurs. On trouva également un certificat d'affectation temporaire, établi un soir précis, le soir où les parents de Malik avaient été percutés. Le document n'était pas signé dans un registre public. Il s'agissait d'une feuille interne, glissée entre des factures. Y figurait la livraison nocturne, la plage horaire, la destination. Ce document était, à présent, une piste tangible. Pierre lut le papier, les doigts qui tremblaient. Le cœur battant, il prit une photo, l'envoya ensuite à Malik avec un message court. « Viens au bureau ». Ils devaient, l'un et l'autre, se préparer à affronter une probabilité terrible sans certitude absolue. Il n'y avait pas encore de preuve d'une intention criminelle. Il y avait des négligences, une chaîne de responsabilité floue. Cela suffisait à faire se lever un froid. Le rendez-vous au bureau se transforma en un moment où l'humanité se retrouve à nu. Pierre fit entrer Malik dans un salon sobre, où l'on gardait parfois des choses trop douloureuses pour être plantées sous la lumière du jour. Il posa devant lui le dossier. Malik lut. Ses yeux parcoururent la feuille, puis s'arrêtèrent sur une note griffonnée, presque illisible sur la marge. As sécurité, conf. La mention, anonyme, parlait d'un arrangement pour la sécurité de certains événements, une sécurité qui, sur le papier, devait protéger, mais qui, dans la réalité, semblait avoir été un écran. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda Malik, non pas comme un reproche, mais comme une question posée à l'échelle de deux consciences. « Que tu me laisses le temps d'explorer une piste, » répondit Pierre, « et que tu continues de protéger les témoins. Si la vérité est sale, je veux l'assainir. Si elle implique des gens de chez nous, ils devront répondre. Moi d'abord. Mais je te le dis en homme, je ne veux pas que ton nom soit utilisé pour attaquer sans preuve. » Malik sentit la complexité de l'offre. «
Accepter signifiait se fier à un homme dont l'entreprise est possiblement au cœur du problème. Rejeter signifiait s'exposer à la bureaucratie lente et peut-être inefficace. Ils prirent la décision la moins risquée et pourtant la plus audacieuse. Avancer ensemble, mais sous un cadre rigoureux. Les démarches légales se poursuivraient, mais en parallèle, Pierre exigerait que les audits internes se déroulent, et il laisserait au cabinet indépendant la liberté d'enquêter sans frein. Malik, en échange, consoliderait la protection des jeunes et mettrait ses propres ressources de police, dans les limites de la loi, à la disposition de l'enquête. Les jours suivants furent une alternance de petits succès et d'obstacles. Le cabinet localisa des virements, obtint des extraits de comptes, rencontra des témoins sous anonymat. Malik obtint la confiance de quelques jeunes supplémentaires, ceux qui avaient vu des camions, et qui pouvaient, par un détail, relier des visages et des plaques. Ils rapprochèrent des morceaux. La plaque d'un camion utilisée la nuit du décès des parents de Malik avait servi plus tard pour une livraison en lien avec une fête parrainée par la fondation de Pierre. Le lien était circonstanciel, mais inquiétant. Un soir, dans le quartier, Émilie, qui continuait de jouer son rôle précieux d'oreille attentive, reçut un message d'un ancien petit employé de la main. « Si vous cherchez des noms, allez au square des Tamaris. Il y a des notes dans la boîte à outils. Mais vite, il regarde. » Émilie prit le risque et alla. Trouver une boîte à outils de chantier, ouverte, contenait un calepin griffonné. Des heures, des noms tatoués, un dessin d'un camion. Parmi les inscriptions, une initiale, TM. Et à côté, une date qu'on reconnut tout de suite, la date de l'accident. Ce carnet fut une pièce fondamentale. Écrit à la main, il ne portait pas l'odeur des fichiers officiels. Il contenait la trace d'une vie de rue. Ils tinrent la découverte secrète, mais le souffle de la vérité commençait à s'échapper. On comprenait que la chaîne avait impliqué des relais de terrain, des enveloppes, des ordres administratifs via des sociétés écrans. Il demeurait encore à prouver si quelqu'un, au sommet, avait eu conscience des risques. Et c'était là que la responsabilité morale et légale se distinguait. Ignorance n'exonère pas toujours, mais intention change tout. Alors que la tension montait, un autre événement rompit la quiétude fragile. Pierre reçut une nuit un appel anonyme, non menaçant, simplement clinique. « Vous creusez trop, monsieur Moreau. Faites attention aux témoins. » C'était court. C'était un avertissement. Il sentit dans la ligne la proximité d'un monde qui n'aimait pas être interpellé. Il retourna immédiatement vers Malik et confia l'information. Ensemble, ils renforcèrent la sécurité autour des témoins principaux. Ils durent déplacer Ludo vers un lieu sûr pour quelques jours, le temps que les démarches légales puissent avancer. La leçon la plus rude fut une autre. Aucune preuve, même accablante, n'efface la nécessité du processus. Ils avaient des documents, des témoignages, des corrélations. Ils n'avaient pas encore de preuves qu'un seul homme ait décidé de mettre fin à une vie. Pourtant, la chaîne de négligence suffisait à indigner et à provoquer une obligation morale de réparation. Et puis vint un moment qui marqua tous ceux qui avaient suivi l'affaire depuis le marché. Le cabinet d'investigation envoya une copie numérisée d'un document datant de 3 ans, un courrier interne signé par un responsable logistique dans lequel il était recommandé d'utiliser sous-traitants légers pour les livraisons des événements, afin d'éviter l'attention médiatique et réduire la charge salariale. Le mot « léger » y apparaissait comme un euphémisme glacé. Sur le verso, une note manuscrite, mal effacée, affirmait « Approuvé PM ». La position de la signature de Pierre sur un tel document n'était pas un ordre direct, elle était une approbation administrative. Le poids de cette signature pesait différemment à présent. Il était une trace que, si l'on remontait assez haut, on trouverait une tolérance institutionnelle à la précarité de certains intervenants. Pierre regarda la photocopie et sentit la tension dans ses épaules se transformer en décision. Il allait devoir accepter que sa propre signature, sa propre approche de la gestion, avait des conséquences. Il ne s'excusa pas devant personne, pas publiquement, mais il se dit qu'il devait réparer. Il fit une promesse qu'il ne savait pas encore tenir totalement. Il ouvrirait une enquête interne transparente une fois qu'ils auraient sécurisé les témoins et obtenu des preuves irréfutables. Et surtout, il se résolut à ne pas esquiver la responsabilité morale qui commençait à peser. La vérité, cependant, restait capricieuse. Dans une boîte d'archives, ils trouvèrent un élément qui transforma la trajectoire, une photo, prise de dos, où l'on voyait une silhouette familière, un jeune homme souriant, cheveux courts, un blouson délavé. La qualité était médiocre, mais il y avait quelque chose qui fit frissonner Malik, le dessin d'un tatouage sur la nuque, un petit symbole qu'il avait aperçu autrefois sur une photo des dossiers liés à l'accident. Le symbole n'était pas une preuve d'intention ou de culpabilité, mais il liait des éléments qui semblaient jusqu'alors dispersés. Malik sentit pour la première fois depuis longtemps que la mémoire de ses parents n'était plus un écho isolé. Elle se trouvait, peut-être, à l'intérieur d'un réseau de petites négligences et de décisions qui avaient cumulativement produit un drame.
Ils assemblèrent tout cela avec patience. Les enquêteurs légaux, quand ils furent enfin conviés à la table, ouvrirent des procédures, mandat, saisie, audition. La mécanique judiciaire, lente et méthodique, commençait à tourner. Mais la mécanique publique n'effaçait pas la douleur privée. Malik apprit à vivre chaque progrès comme une petite victoire et chaque obstacle comme un rappel de la fragilité des vies prises dans ces engrenages. La ville, de son côté, n'avait pas attendu pour réagir. Les jeunes du quartier, jusque-là méfiants, virent en la persévérance de Malik et en l'implication discrète de Pierre un signe que la fragilité pouvait parfois trouver des alliés improbables. On parla moins de classe, plus de vie. On parla moins de symboles et plus de faits. Dans le marché, les commerçants continuèrent de vendre leurs olives et leurs poissons, mais certains regardaient désormais la silhouette du marché avec une conscience aiguë, qu'il y avait des histoires invisibles qui pouvaient s'écrire derrière les étals. Pourtant, malgré tout, il restait une frontière que personne ne franchissait. La preuve d'une intention volontaire de la part des hommes de la haute va-t-elle exister? Pierre avait découvert des traces qui le liaient moralement à une politique de sous-traitance aveugle. Il avait découvert des transactions, des noms, un carnet et une plaque. Mais il ne possédait pas cet aveu clair et net qui ferait basculer la lumière. Il le cherchait, sans savoir si le chercher le mettrait lui aussi en danger. Le soir où le cabinet remit une dernière note, ce que Pierre découvrit le coupa net. Dans une mallette scellée, provenant d'une archive locale liée à des travaux d'entretien commandés jadis pour l'entreprise, il trouva un carnet personnel, un petit cahier de compte tenu par un homme du terrain. Il l'ouvrit, le feuilleta et tomba sur une page où figuraient, avec une écriture serrée, des noms, des dates et un commentaire qui n'était pas technique, mais humain. Jamais regarder en arrière, tant que la tombée de la nuit on passe. À côté, en marge, une annotation répétée, PM OK. La répétition s'accompagnait d'une signature rapide qui ressemblait à celle d'un responsable. Le cœur de Pierre se serra. Il sut que le dossier n'était pas seulement administratif, il était psychosocial. On y voyait la rationalisation d'actes qui, au jour le jour, ne paraissaient qu'un aspect de la logistique, mais qui, cumulés, pouvaient infliger des dommages. C'était là ce que Pierre découvrait en secret, une ligne de responsabilité morale, un réseau de décisions partagées, une culture d'entreprise qui avait permis l'usage de sous-traitance non contrôlée pour fluidifier les événements. Ce n'était pas un aveu d'un crime, ce n'était pas une main visible qui avait poussé la voiture. C'était la révélation, brutale, que son monde avait toléré des zones grises. Et pour lui, la douleur était double. Il n'était pas seulement le père dont le fils avait failli se perdre, il était aussi un acteur d'un système qui pouvait, par omission, causer du tort. Il choisit la voie la plus difficile, se rendre devant les autorités compétentes, transmettre les documents au parquet, accepter le regard public et, surtout, s'engager à la transparence sur la gestion de ses équipes. Il prit conscience que l'honneur familial ne se protège pas en dissimulant, il se répare en assumant. Pierre opta pour une divulgation mesurée, calibrée pour protéger les témoins et permettre à la justice de travailler, plutôt que pour couvrir ses erreurs. Il savait que cette décision allait exposer son entreprise et sa réputation, mais il préférait cela à la certitude de continuer à ignorer le mal qu'on pouvait avoir laissé se produire. La divulgation, annoncée avec prudence, lança des ondes dans la ville. Elle ne livra pas des monstres sur un plateau, elle livra des comptes, des documents, des pistes. L'enquête judiciaire prit une ampleur nouvelle, mais elle restait en même temps un lieu où la patience était une vertu essentielle. Pour Malik, la journée où tout fut transmis, où les dossiers furent remis aux autorités, fut une journée de proximité étrange avec la justice lente. Il ressentit une fatigue qui n'était pas seulement physique. Après tant d'années passées à porter la blessure d'un passé, il commençait à voir poindre la possibilité d'une réparation, non pas immédiate, non pas totale, mais réelle. Il eut l'impression que chaque nom trouvé, chaque facture photocopiée, chaque carnet ramassé sur un banc était une brique posée dans la construction d'une vérité qui, peut-être, pourrait un jour guérir un peu. Le quartier réagit avec une prudente gratitude. Les jeunes se sourient un peu plus. La mère de Lucas releva la tête. Il n'y avait pas encore de réponse définitive sur la disparition de son fils, mais il y avait au moins une avancée dans la compréhension des mécanismes qui pouvaient conduire à de telles tragédies. Les témoins eurent des protections supplémentaires. Certaines nuits, Malik rentrait chez sa grand-mère et restait longtemps à regarder la rue depuis la fenêtre. Il appuyait sa tête contre la vitre et respirait l'air lourd de la cité. Pour Pierre, la décision de se rendre aux autorités fut l'événement qui l'ouvrit. Il n'y eut pas de spectaculaire confession publique. Il remit des papiers, répondit à des questions, signa des documents, accepta d'être entendu. En privé, il passa des heures avec le cabinet d'investigation et avec les avocats pour s'assurer que rien ne compromettrait la sécurité des témoins. Il se présenta devant Malik et d'une voix plus faible que de coutume. Il dit simplement « Je veux que la vérité sorte. Je veux aussi que vous sachiez que je réalise ma part. » Ce qu'il découvrait en secret, donc, n'était pas une idée unique et monstrueuse qui expliquerait tout. C'était l'architecture d'une négligence organisée, une série de décisions auxquelles il avait participé indirectement et qui, cumulées, avaient exposé des vies. C'était une douleur morale. Savoir qu'on avait approuvé, par des actes administratifs, des mécanismes dangereux.
C'était aussi, pour Pierre, l'occasion de réparer, non pas par des gestes de philanthropie publique seulement, mais par des mesures réelles, renforcement des contrôles, suppression des sous-traitances douteuses, accompagnement des victimes. C'était un début d'aveu, mêlé à une volonté de réparation. Et pourtant, la vérité complète demeurait hors de portée. L'enquête judiciaire dut encore trier la série d'éléments pour établir les responsabilités pénales éventuelles. Plusieurs hommes qui avaient été des relais dans la chaîne se retrouvèrent interpellés, audités. Certains témoignèrent, d'autres se murèrent dans le silence. La main, comme terme, fut décryptée. Ce n'était pas un seul monstre, mais un ensemble de pratiques et de personnes qui, dans leur opacité, avaient fini par faire du mal. La dernière image que la ville garda de cette période fut simple et vraie. Malik et Pierre, côte à côte, sur le marché qui les avait réunis. Le soleil tombait en traits d'or et tout semblait pour un instant reprendre son allure ordinaire. Ils ne souriaient pas de façon ostensible, ils avaient acquis au contraire une certitude grave. Malik sentit la main de Pierre effleurer son bras, un geste discret, mais lourd de reconnaissance. Il savait que la route restait longue, que la justice tarderait, que Lucas demeurait introuvable pour l'instant et que d'autres histoires demanderaient à être racontées. Mais pour la première fois depuis longtemps, Malik sentit un espace où la vérité pourrait être défendue, sans que l'on doive trahir un principe. La suite, elle était devant eux. Des convocations, des procès à venir, des vies à réparer et une ville à convaincre que la justice peut parfois, quand on lui fournit des preuves et de la ténacité, agir. Ils avaient avancé, non pas vers une certitude totale, mais vers la mise en lumière d'un système. Voilà ce que le père milliardaire avait découvert en secret, la structure négligente de sa propre logistique, les noms et les traces qui, mis bout à bout, pouvaient expliquer comment des vies s'étaient retrouvées exposées. Ce n'était pas une condamnation définitive, c'était la clé d'une enquête qui, désormais, avait des directions précises. Et tandis que le marché reprenait ses bruits, des cris, des rires, des marchands qui pliaient leurs étals, Malik sentit la cicatrice intérieure se faire moins aiguë. Il avait une armée modeste, des jeunes, une mère décidée, un père meurtri qui avait choisi la transparence, et la justice lente mais en marche. Rien n'était résolu, mais la route était tracée. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez connaître la suite, partagez-la avec quelqu'un qui croit que la vérité mérite d'être soutenue.